Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché d'RGO Canada. On est le 11 jour du souvenir, 11 novembre. On va faire un petit tour d'horizon, survole le marché. Je commence comme d'habitude avec l'économie. On a la fin, semble-t-il, la fin de la paralysie gouvernementale aux États-Unis, hein, ce fameux shutdown où le gouvernement avait comme cessé de fonctionner. C'est un record de longévité, si on veut. Bon, plus de 40 jours que le gouvernement a été perturbé. Évidemment, au cœur de tout ça, c'est la dette, hein, ou le financement de la dette aux États-Unis qui atteint des niveaux records, encore une fois. Je pense que j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, juste pour vous montrer les courbes des dernières années. Il n'y a pas si longtemps, depuis 2008, là, moment où la crise financière, il y a eu vraiment là, une explosion littéralement là, du financement des gouvernements avec la dette, les taux d'intérêt relativement faibles et les masses monétaires. Donc aujourd'hui, si je regarde cette trajectoire-là, depuis presque 10 ans, là, on a plus de création de dettes que de création de valeur en termes de PIB. Donc ça, c'est une tendance qu'on observe vraiment là, depuis la grande crise financière de 2008, des courbes qui se sont croisées aux alentours de 2015-16 et on a encore une fois une progression. Et là, on est à 37 trillions ou 37 000 milliards. Et on va être quoi à la fermeture de ça? 37, 38, 39 dans les prochains mois, prochaines années. Donc, on a une augmentation assez importante de la dette pour créer de la richesse aux États-Unis. Avec la fin de ce shutdown-là, on voit que l'or a repris un peu là, de valeur. Malgré le repli, là, on voit que depuis le début de l'année, depuis un an, l'or est passé de 2600 dollars l'once à plus de 4000. On voit le risque inflationniste, la valeur refuge. Bon, on le voit assez bien sur cette courbe-là. Les indices boursiers vont généralement bien, encore une fois, même à travers la finance, voir à quel point l'économie, elle est divisée entre les riches et les pauvres, par exemple. On voit la progression des indices depuis quoi, 2019, un peu avant la pandémie, disons. On voit que c'est vraiment là, les géants des technos à travers le Nasdaq, par exemple, qui dominent les marchés financiers, le S&P 500, qui est lui aussi fortement influencé par ces géants des technos-là. Et ma troisième courbe, ça serait plus les PME hein, à travers le Russell 2000, qui est un indice de PME aux États-Unis. Donc, on voit encore une fois de quelle manière que l'économie, elle est divisée, même au niveau des indices boursiers. Je voyais un petit peu d'actualité. Bon, on parle maintenant là, d'un vous vous souvenez, on avait des chèques là, de stimulus aux États-Unis au début de la pandémie, mais je pense qu'on en a encore une ronde possiblement qui pourrait s'en venir à travers ce qui a été annoncé de Monsieur le président Trump. 2000 dollars par personne, possiblement, si on se qualifie avec bon les tarifs douaniers qui vont être utilisés pour rembourser la dette dont je vous parlais. Donc, il y a quand même de quoi qui est intéressant. Ça me fait penser à 2020-2021. Hein. C'est pas la première fois. En mars 2020, on avait eu 1200, un autre chèque de 600, un autre chèque un peu plus tard de 1400. Donc, on a eu plusieurs fois que les ménages américains ont reçu de l'argent. Aujourd'hui, on a changé. Non, c'est plus un chèque, c'est un dividende. Donc, ça fait beaucoup plus sophistiqué, quoique le montant d'argent est essentiellement le même. Mais un dividende, c'est chic. Ça fait cute. J'aime ça. D'accord. OK. Euh, et ça arrive à un moment où la Réserve fédérale, hein, la Fed, a commencé à baisser les taux d'intérêt. On n'est plus à 5,5%, on est rendu à 4%. Le marché de l'emploi est pas, on n'a pas des statistiques d'inflation très, très élevées. Donc, on baisse les taux d'intérêt, on injecte possiblement de l'argent, le plafond de la dette augmente. C'est un cocktail qui est quand même puissant pour se douter qu'il pourrait y avoir de l'inflation. Je pense pas que les chèques de 1200 a créé l'inflation qu'on a connue en 2021-2022 où l'IPC américain est allé à 9%. Mais je pense que c'est un facteur qui a pu contribuer. Il y a les chaînes d'approvisionnement, il y a les masses monétaires, les taux d'intérêt. Je veux dire, il y a plein de choses qui expliquent pourquoi l'inflation montait à 9%. Mais je pense que
le côté dépensier, si vous voulez, des gouvernements et de l'argent qui circule, hein, la liquidité dans le marché, ont peut-être eu un petit impact là aussi. Donc, on se demande est-ce qu'il pourrait y avoir une inflation qui remonte dans les prochains mois? Ben, c'est une théorie qui se défend. Donc, faites attention à ce niveau-là. On voit aussi cette course vers les actifs, justement, pour essayer de contourner l'inflation, c'est d'avoir des investissements dans des actifs. Je parle un peu du marché immobilier, par exemple. On a vu comment la pandémie a accéléré la hausse du marché immobilier. L'or est un exemple, et même les indices boursiers. Donc, il y a plusieurs éléments d'actifs qui ont fortement augmenté en cas d'inflation. Et je suspecte qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait ressembler à ça. En tout cas, il y a un cocktail qui s'y prête. Au niveau du dollar canadien, bon, on a une tendance un peu négative. 71 cents dans la pièce, il n'y a rien pour faire revirer Elvis dans sa tombe. C'est des prix qu'on a ou d'un taux de change qu'on a généralement vu assez régulièrement dans les dernières années. Alors, on avait le budget canadien la semaine dernière. Il n'y a pas eu trop d'impact sur le taux de change. C'est quand même 559 pages à lire, là. Si jamais vous cherchez de la petite lecture légère le soir pour vous endormir, je vous le recommande. Soit ça ou un Harry Potter. Tu sais, les deux, c'est aussi hot, là, si vous voulez. Mon avis, c'est pas vrai. Ce que je retiens du budget, ben, c'est des déficits, évidemment. Et même qu'il n'y a pas de gêne, hein. Les déficits qui sont annoncés, on planifie même pas un retour à l'équilibre budgétaire. Donc, 78 milliards, 65, 63. Donc, dans les prochaines années, c'est largement déficitaire. La dette totale passerait de 1,2 à 1,6. Ceci étant dit, bon, on fait la différence entre les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. C'est pas un budget qui va passer nécessairement à l'histoire, mais je pense que on n'en parlera pas non plus pendant des semaines et des semaines. On va se rappeler que la dette, même si elle a fortement augmenté, elle demeure, toute proportion gardée, évidemment, réaliste en fonction de notre économie. Comparé aux États-Unis, où il y avait beaucoup plus de dettes que de PIB, on a un peu plus de marge de manœuvre. Puis je pense qu'on va insister là-dessus dans les différents communiqués ou les analyses macroéconomiques. Au niveau des grains, ce qui est important, ça va être ça ici, c'est vendredi, ce vendredi 14 novembre, on va, disons, enfin avoir des informations au niveau des bilans offre-demande. Ça, c'est vendredi midi, très pertinent. J'ai ce côté-ci. On se rappelle en septembre qu'est-ce qu'on avait là. Je passerai pas à travers ça trop longtemps parce qu'on a quand même de la matière, mais on avait un petit peu plus que 2 milliards de boissons en inventaire, un rendement qui est record, même si elle a baissé un peu. Il y avait du stock en masse aux États-Unis. On se demande d'où les changements vont arriver cette semaine, 2 mois plus tard. Même chose dans le soya, on avait 300 millions de boissons. On va voir vendredi, ça a l'air de quoi. Parce que sinon, ce qu'on met sous la dent, c'est encore une fois la guerre, si vous voulez, commerciale entre la Chine et les États-Unis. On parle que la Chine pourrait acheter 12 millions de tonnes de soya dans les 2 derniers mois, puis ensuite revenir un peu à la normale 2026, 2027, 2028. Donner une idée là, du soya qui va en Chine. Normalement, on est entre justement le 20, peut-être 25 millions de tonnes. Donc, on voudrait revenir à ce chiffre-là. Et pour ce faire, ben, cette année, on dirait, bon, on va couper la poire en deux. Si on peut faire 12 millions de tonnes cette année, puis revenir à la normale les prochaines années, tant mieux. Est-ce que ça va se faire? On ne le sait pas. Les statistiques vont nous le prouver à raison ou à tort dans les prochaines semaines, mais c'est ce qui est annoncé. Et c'est ça qui explique en réelle partie, là, c'est ça qui explique pourquoi la bourse a autant progressé depuis le mois d'octobre. Dans le blé Chicago, bon, tendance un peu négative quand même. Et dans le maïs, on a eu la baisse des valeurs, le retour un peu à l'équilibre. On est à 4,32. C'est pas des mauvais prix hein, quand je le mets en fonction du taux de change. Quand je regarde ça, là, c'est sûr que le meilleur moment était peut-être au début d'année 2025 pour la commercialisation. La bourse était bonne, le taux de change était faible. Donc ça, ici, ça faisait des valeurs pour les récoltes beaucoup plus élevées. Le pire était peut-être au mois d'août quand le maïs était bas et le taux de change plus élevé. Donc, si avec la magie de YouTube, je peux vous montrer ça a l'air de quoi, mais en dollars canadiens, le 300 pièces la tonne que vous auriez pu espérer, il est loin derrière. On a remonté quand même depuis
depuis, disons, les bas du mois d'août, là, peut-être un 20-30 piastres la tonne. Là, écœurez-moi pas si je suis pas exactement dessus au niveau des bases, mais ça doit être proche de ça, le prix à la ferme actuellement, aux alentours de 2,70 dollars la tonne en dollars canadiens. Donc, on voit qu'on a quand même une belle progression depuis les 2, 3 derniers mois. Au niveau de l'élevage, c'est un peu le contraire, hein. Souvent, le bonheur des uns fait le malheur des autres. On a une très grande progression des valeurs. 92 cents la livre sur les contrats de février. Mais depuis ce temps-là, là, on a vraiment un repli. Quoique aujourd'hui, hier, ça s'est stabilisé quand même. Une belle journée de reprise haussière. Et quand je le mets en fonction, disons, de l'alimentation, j'ai pris peut-être 2 tiers de maïs, 1 tiers de tourteau, là, forme d'une évaluation rapide. On voit que la profitabilité, c'est quand même effrité par rapport à où est-ce qu'on était avant. Donc, je mets ça à mon tableur. Idéalement, on peut essayer d'espérer, espérer un peu mieux, mais ça va prendre un petit coup de pouce de la bourse, surtout si le grain se met à se stabiliser à Chicago. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous m'avez suivi tout le long de cette vidéo-là, vous êtes très bon. Alors, je vous dis bonne fin de journée, mes amis. À bientôt. Bye bye.